d'ouvrir un fichier, je vous demande d'ouvrir un fichier Jupyter Notebook. Donc, on va commencer l'analyse et l'application de l'algorithme K-means. Le fichier s'intitule Client centre commercial. Je viens de vous envoyer ce fichier là, hein, avant le début de la séance. OK. Bon, de toute manière, je dois vous envoyer ce fichier de code après. Donc, rename notebook, segmentation, client. Bon, on va commencer avec K-means. Hein. Ah, ça existe déjà. Je vais appeler ça clustering. Clustering. Client. K-means 1, B, A, 2. Oui. Tout d'abord, laissez-moi ici juste changer le titre de ce fichier. Alors, application, bien, on va dire apprentissage non supervisé, segmentation avec K-means. On va commencer par ça. On va accélérer un peu, car il faut qu'on fasse le CH ensemble, cours et code. Allez, on va commencer bien évidemment par charger. Bon, quand même, je vous envoie ça. Donc, à chaque fois, j'écris un truc, et ben, je vous envoie les envois. Bon, je vous l'envoie. B. Attention, hein, il faut avoir un markdown. Matplotlib inline, bon, ça c'est normal. Puis, comme d'hab, tu peux faire, tu peux copier-coller hein, chez toi. Et ça aussi. Bon, ça c'est du code. On commence par charger les données, chargement des données. Donc, df data frame, j'agrandis un peu, égal à pd read. Ah, je ne sais pas. Parce que je ne connais pas la nature du fichier. En fait, le fichier, ça s'intitule client centre commercial.csv. Ah, c'est un fichier qui finit par .csv. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu vas aller ouvrir le fichier avec un éditeur de texte light, léger, Notepad plus ou bien bloc-notes, afin de comprendre c'est quoi le séparateur du fichier. Le séparateur utilisé dans le fichier, eh ben, c'est une virgule. Le séparateur dans le fichier, eh ben, c'est une virgule. Donc, par défaut, j'utilise CSV, puisque c'est un fichier CSV, et qui s'intitule client centre commercial. Tiens, voilà, on charge les données. Ça n'a rien de spécifier le séparateur. Et je continue maintenant. Voilà nos données. Ce sont des données structurées, une matrice rectangulaire. Bon, j'utilise info. J'obtiens plusieurs informations en même temps. Donc, il s'agit d'un data frame, ça c'est normal. Il y a 200 entrées, c'est-à-dire 200 observations statistiques, ou bien 200 clients, de 0 jusqu'à 199. Nous avons 5 colonnes. Le Customer ID, l'identifiant du client. Attention, c'est une clé primaire. Il n'y a pas d'information
dans cette colonne. Je vais vous montrer ça après. Puis, nous avons 4 colonnes inconnues. La preuve, je fais df, je ne connais pas la nature de ces colonnes. Bon, il existe une colonne où on trouve mâle, femelle. Bon, ça c'est facile. C'est une colonne sexe ou bien gender. Object. Donc ici, tu trouves object. Attention, hein. C'est vrai que mâle et femelle, ce sont des strings, des chaînes de caractères. Sauf que Pandas encode mâle et femelle comme object. Donc quand toi, tu vois object, c'est comme une chaîne de caractères, c'est comme string. C'est pas vraiment correct. Hein. C'est-à-dire si on fait vraiment de l'orienté objet, les gens vont regarder cette vidéo, vont me dire je suis en train de dire du n'importe quoi. Mais en analyse de données, considérez que object c'est comme string. Donc n'attendez pas ici à avoir str. Puis j'ai 3 colonnes integer, codées sur 64 bits. Et le fichier fait à peu près 8 kg dans la mémoire vive. Voilà. Donc plein d'informations agrégées avec la méthode df-info. Je passe maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va discuter un peu. Donc, est-ce qu'on connaît la nature de nos colonnes? Non. Est-ce qu'on peut trouver une variable cible? Non. On est dans un cas d'apprentissage non supervisé. On travaille à l'aveugle. À part cette colonne Customer ID, relique du BI, hein, toujours les ingénieurs qui font du BI, ils gardent toujours une colonne contenant l'identifiant du client pour faciliter après la connexion entre les différentes parties de votre étude. Partie analyse prédictive, analyse descriptive, c'est-à-dire data science et partie BI. Cette colonne, c'est la colonne sexe, d'accord? Puis, c'est quoi cette colonne? 19, 21, 20. Cette colonne 15, 15, 16. Cette colonne 39, 81. On sait rien, quoi, d'accord? Ok, bon. On va faire de l'apprentissage non supervisé. Bon, je fais df describe, histoire de appliquer la statistique descriptive. Donc, on remarque qu'il n'y a pas de variable manquante, il n'y a pas de champ manquant. 200, 200, 200, 200. Bon, describe supprime la colonne qualitative. C'est quoi l'intérêt de calculer une valeur moyenne entre hommes et femmes? Sur les variables catégoriques, qualitatives, il n'y a pas de notion. Ça ne sert à rien de calculer une moyenne ou bien une médiane. Donc, describe supprime déjà cette colonne. Je ne regarde pas le Customer ID. Là, j'ai une moyenne de 38,8 et une médiane de 36. Une moyenne de 60,5, une médiane de 61. 50, 50. Et après, j'ai les quartiles, valeur minimale, valeur maximale, le quartile Q1, 25%, et le quartile Q3. Bon, on peut tracer un box plot, juste histoire d'agréger toutes ces informations en même temps. Bon, on remarque que sur la colonne inconnue, hein, c'est une colonne inconnue, c'est la colonne 0, 1, 2, 3, la colonne numéro 3. Et bien, il existe un point aberrant. Enfin, à la limite, c'est pas grave, hein, un point aberrant. C'est pas vraiment dramatique. Bon, je continue mon travail. Donc, je vais utiliser PD, plotting, scatter matrix, df. Et ben, j'obtiens ça. Bon, je vous envoie ce code-là et ce code-là. Donc, bon, on regarde ici, on trouve le Customer ID. Il faut que j'agrandisse un peu. Je fais fix size 10,10 par exemple. Voilà, c'est mieux comme ça. Vue de zoom. Tiens. Bon, allez, on commence à interpréter les résultats.
Regardez-moi l'histogramme sur le Customer ID. L'histogramme ici suit une loi uniforme continue. On sait depuis les cours de probabilité que la loi uniforme discrète, la loi uniforme continue fonctionne sous l'hypothèse d'équiprobabilité. Il existe une équiprobabilité entre les différentes observations. Ici, entre les différents clients. Puisque c'est équiprobable, regardez là. Regardez cet histogramme. J'ai un truc constant. Donc, il n'y a pas d'information. Voilà, donc on doit supprimer la clé primaire de notre analyse. Attention, n'utilisez pas les clés primaires pour sortir de l'information utile. C'est catastrophique comme erreur. Donc, je viens ici, je fais quoi? Je fais drop columns égale entre deux crochets. Je ferme le crochet. Je lui dis customer ID. Quand même, je dois fermer les parenthèses de drop. Je lance. Bon, voilà, j'obtiens un résultat meilleur. Donc, je fais ça. Je vous envoie le code. Bon, allez, on va interpréter. Nous avons 3 colonnes. Figurez-vous, je ne travaille pas pour l'instant avec la colonne contenant la variable qualitative, mâle, femelle. Je suis en train de travailler uniquement sur des colonnes quantitatives, des variables réelles quantitatives. Donc, j'ai la colonne 1, 2 et 3. On regarde les histogrammes. Bon, ici, on peut dire, tiens, on peut ajuster avec la loi normale. Voilà. Quand toi, tu vois cette distribution, tu as le droit. Tu peux passer une loi normale, la fameuse cloche, mais c'est faux. Si tu veux guider tes yeux, si tu vas me dire, si moi je te demande pourquoi tu as ajusté avec la loi normale, et toi tu me réponds, en fait, j'ai envie de guider mes yeux. Ok, d'accord, j'achète. J'achète ton analyse. Sinon, c'est faux. Ça, c'est pas la loi normale. J'ai quand même 200 observations. Regardez-moi, à droite, c'est la distribution, elle est asymétrique. Donc, ce n'est pas la loi normale. Quand même, je ne suis pas à 30 observations ou à 40 observations. Non, je suis à 200 observations. Il y a assez de statistiques quand même. Ça, bon, pour cette colonne, on peut dire qu'il s'agit d'une loi normale, malgré quand même que la variable s'arrête à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur négative. C'est tronqué. Mais par contre, tu viens ici et tu me diras qu'il s'agit d'une loi normale, c'est faux. Il s'agit peut-être d'une loi de qui 2, ou bien une loi log normale. C'est-à-dire une loi dissymétrique avec en fait une queue assez épaisse. Bon, de toute manière, on ne va pas regarder les histogrammes aujourd'hui de notre analyse. Laissez-moi plutôt regarder les cases extra-diagonales. Enfin, les éléments extra-diagonaux. Il n'y a pas de variable cible. Bon, toi, pourquoi tu regardes le nuage de points? Bien évidemment, pour dire est-ce qu'il existe une corrélation ou pas. Est-ce que les deux variables en jeu sont corrélées ou pas? Bon, quand toi, tu regardes ce nuage de points, est-ce qu'il y a une corrélation? C'est une tâche. Ici, il n'y a pas de corrélation. Ici, il n'y a pas de corrélation. De toute manière, nous, on ne veut pas faire une régression. D'accord? Notre but, c'est d'effectuer une analyse descriptive. Attention, pas faire de la statistique descriptive, mais plutôt de faire une analyse descriptive. Donc, on va appliquer l'algorithme K-means pour sortir les structures cachées. Ici, il n'y a, avec mes yeux, quand je regarde, je ne peux pas distinguer des groupes. Bon, je regarde ici à droite, je trouve peut-être l'existence de 3 groupes. Il y a un groupe ici,
il y a un autre groupe, il y a un troisième groupe. Je regarde en bas, tiens, c'est intéressant. Regardez bien. En fait, il y a combien de groupes là? 5. C'est comme ça. Voilà, c'est comme si, merci Mel, c'est comme si on est en train de localiser 5 groupes. Bien. Donc, il est intéressant d'aller fouiller au niveau de la variable 2 et de la variable 3. Shafta, il faut regarder les distributions des données. On ne travaille pas comme ça à l'aveugle. Même si toi, tu disposes de 200 variables dans ton fichier, 300 variables, c'est facile. Tu appliques une ACP, analyse par composante principale. Tu vas synthétiser l'information dans 2 composantes. Si c'est possible, hein. Bien sûr, si tu as encodé correctement tes données, et tu as fait ton travail correctement. Après, il y a le problème, variable quantitative, ACP, toutes les variables sont qualitatives, je fais de l'ACM, et si c'est mélangé ACP, si c'est mélangé quantitative, qualitative, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vous laisse réfléchir à ce problème. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce graphe, à ce nuage de points. Donc, c'est bon, nous avons compris maintenant nos variables intéressantes. Donc, oui. Si on n'arrive pas à distinguer des groupes, مش كيما l'exemple هذا معناها. Par exemple, comme ici, par exemple, comme ici. Oui, oui. Écoute, si toi, tu n'arrives pas à distinguer des groupes à l'œil nu, comme ici, par exemple, regarde avec Racine. Il est très compliqué de distinguer des groupes à l'œil nu. Tu appliques l'algorithme Kamins et tu appliques la technique Elbow et tu essaies de trouver quand même les structures cachées. تشوف لي كاسور اذا اللي فيك لي شوت اللي فما في الكورب ولا Comment? تشوف لهنا حسب لي شوت اللي صاروا في الكورب هذه كيما لهنا عندك oui, في en fait, attends, Iheb, je réponds à la question de Melek, puis je reviens à ta question, mais les deux sont corrélés. Melek, il m'a dit... Melek, il m'a posé cette question. Il m'a dit, toi, tu es en train de nous donner cette recette. Avant d'appliquer Kamins, il faut regarder les données. Bon, ça c'est général. Il faut regarder les données. Il faut regarder vos distributions. On ne peut pas effectuer une analyse prédictive ou bien descriptive, une analyse fiable, si on ne regarde pas correctement nos données. Mais, donc, retenez ça. Maintenant, je passe à un deuxième fait. Parfois, on peut tomber dans des cas où il est très compliqué visuellement de distinguer des groupes. Oui, Ce cas-là, on le trouve où? Ce cas-là, on le trouve où? En assurance, en scoring des clients d'une banque. On trouve ça dans le problème du désaxement des clients. On trouve un problème qui s'appelle problème d'overlapping. C'est-à-dire, il y a des clients qui appartiennent à 2 groupes. Tu trouves un client qui appartient à 3 groupes en même temps. Comment tu fais dans ce cas-là? Malheureusement, dans ce cas-là, l'algorithme Kamins ne marche pas. L'algorithme Kamins ne marche pas dans ce cas-là. J'ai travaillé sur des données issues des entreprises d'assurance, des banques, scoring des clients en vue d'octroi d'un crédit, des axements des clients d'une banque. On finit toujours par un problème d'overlapping. Il est très compliqué de distinguer les groupes. Bon, bien évidemment, on ne s'arrête pas. Et même avec la méthode visuelle, si la méthode visuelle ne donne pas des bons résultats, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu continues quand même et tu appliques Kamins. Tu continues quand même. Oui, je répète, tu continues quand même. Bon, tu vas appliquer, tu vas explorer l'espace de phase, ton espace de paramètres, avec, comme il a dit, Iheb maintenant, avec la méthode Elbow. Tu appliques la technique du coude et tu regardes les cassures. Sauf que Iheb, j'ai une question. Allez, dis-moi, quand moi je te montre
ce coude, enfin ce graphe, dis-moi, elle est où la cassure? مسيو هي مش واضحه بالكدا ما تحت 40 هيك فما Tu veux dire 3 là, 3, مش واضح على الشاشة ولا 3 في 3 بروجيكسيون على اكس في 3 3 mais في il 3 existe en fait une, في il existe 6 une autre يظهر لي coupure ولا في في الكاد 6. Tu vois la méthode Elbow, tu vois l'application de la méthode Elbow sur de vraies données, ça donne quoi? Ça donne un problème d'interprétation. Une cassure qui se trouve en 3, mais une autre cassure qui se trouve en 4. Et puis, il y a ici, à partir de 6, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Aïe, dis-moi, tu vas prendre 3, tu vas prendre 4, tu vas prendre 6. Aïe, dis-moi. ما نعرفش Voilà. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, il faut appliquer d'autres algorithmes. Tu appliques un algorithme de classification ascendante hiérarchique, un CH. Tu check, tu vérifies, tu revérifies. Tu appliques un algorithme DB-scan, Density Based Scan, qui suit des densités de probabilité gaussiennes. D'accord? C'est pas facile. Vous allez bosser avec des vraies données. Oui. مسيو سامحني هذايا في عملناه احنا في الداتا ماينين كيما هكا اما انت تختار النومبر دو كلاس قداش باش تقسم Non. En fait, tu معناها مش واحد وحده يعطيك non. Écoute, ça c'est le dendrogramme. Tu regardes la distance la plus grande et tu coupes. Tu regardes la distance la plus grande et tu coupes. Voilà, regarde, ça c'est la distance la plus grande. Tu coupes. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Il y a 3 groupes. Bon. Bien évidemment, tu peux couper. Enfin, moi, je peux couper ici. Hein. Si je coupe ici, il y a combien de groupes? Il y a 2 groupes. Si je coupe à 15, si je coupe à 15, il y a 2 groupes. Si je coupe ici à 5,2, eh ben, je finis par 3 groupes. Sauf que, comment tu utilises correctement un dendrogramme? Tu regardes la distance la plus grande. Et bam, tu coupes. Ici, ce dendrogramme avec la technique WARD, la méthode WARD, W-A-R-D, ça donne l'existence de 3 groupes. Je trace le Elbow méthode. Je trouve une cassure à 3. Je trouve une cassure à 4, une cassure à 6. Qu'est-ce que j'ai fait? Je check encore, je vérifie encore avec la technique de silhouette. Avec 2 groupes, avec 3 groupes, et à partir de 4 groupes, je commence à avoir des outliers. Donc, 3 groupes, c'est la meilleure combinaison. Enfin, ça, c'est le problème des vraies données. Enfin, ce ne sont pas des données pédagogiques. Hein. C'est-à-dire, si on applique l'algorithme Kamins sur l'ensemble des données fleurs, iris, eh ben, on va obtenir une cassure claire, par exemple, en 3. Mais toi, tu vas appliquer l'algorithme Kamins sur de vraies données. Sur de vraies données très sales. Les vraies données contiennent la réalité. Regardez les vraies données. Tu as des références clients, les adresses des clients, tu as en fait un code comptable, tu as la catégorie du client, tu as le currencies, c'est-à-dire la monnaie de ton client. Enfin, c'est trop compliqué. C'est un processus de découverte. Moi, pourquoi j'ai gardé, personnellement, en machine learning, pourquoi j'ai gardé la partie non supervisée à la fin? Car moi, je considère que l'apprentissage non supervisé, c'est l'apprentissage le plus compliqué. On est supervisé, on est aidé par la variable cible. Bon, à la limite, tu vas me dire, bon, il y a un peu de mathématiques en régression linéaire, multilinéaire, ça va. Mais c'est pas grave. Si tu sais faire quelques calculs, tu peux contourner la difficulté. Le vrai problème se trouve en apprentissage non supervisé. On travaille comme ça, blindé analysis. On est en train d'effectuer une analyse à l'aveugle. Voilà. Allez, je reviens maintenant à nos montants. Donc nous avons remarqué, enfin déjà, si je vous montre le plotting scatter matrix ici,
Vous allez me dire, est-ce qu'on peut distinguer des groupes au niveau de ce nuage de points? Non. Ici, à la limite, tu vas me dire, tiens, c'est comme si je vois un cluster ici, un deuxième cluster ici, et un troisième cluster ici. Bon, quand on regarde ce nuage de points, les clusters sont clairs. Les clusters sont ici, hein. Regardez, il y a 5 clusters. C'est la même chose, ça c'est 2 en fonction de 3 ou 3 en fonction de 2. Dans cet exemple, je travaille avec 3 variables. Imaginez un autre jour, toi tu travailles avec 50 variables. Est-ce qu'on peut tracer 50 variables? Est-ce qu'il est possible de tracer des variables dans un espace à 50 dimensions? Bien évidemment que non. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dois appliquer une ACP. Et si toi, tu ne sais pas maîtriser l'ACP, tu vas trouver du n'importe quoi. Bref, de toute manière, il faut faire attention. Mais, allez, donc nous avons compris, donc c'est 2 avec 3. Je commence donc à fabriquer ma matrice X. Donc ma matrice X, j'écris ici df. La matrice X va contenir la variable 2 et la variable 3. J'écris X, df, iloc, toutes les lignes, virgule. Allez, on va compter le nombre de colonnes, ou bien l'indice des colonnes. Cette colonne, c'est la colonne numéro 0. Cette colonne est indexée par 1. Cette colonne est indexée par 2. 3 et 4. Donc je viens ici, je mets dans une liste 3, 4. Voilà, et je vous montre X. Voilà X. Voilà, X contient la colonne 2 et la colonne 3. La colonne 2 et la colonne 3. Bon, je vous envoie quand même le code. On voit le code. Voilà, ça c'est le code. Maintenant, on va travailler un peu par rapport à X. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, PLT, plot, X, en values, toutes les lignes, première colonne. X, en values, toutes les lignes, deuxième colonne. Et je mets R en virgule, j'obtiens ça. J'obtiens ce nuage de points. Bien évidemment, R pour red, B pour blue, K black, G green, et ainsi de suite. Voilà. Nous, on va appliquer notre algorithme K-means pour regrouper ces points, ces clients. Allez-y. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, j'ai mon X. Je reviens à la méthodologie EBM Master Plan. On vient de finir la compréhension des données. On va passer à la préparation des données. Là, je dois écrire quand même ces 2 étapes pour l'algorithme. Means basé sur le calcul des distances entre les points. Je mets ça en gras. Il faut absolument centrer, et réduire les données, bien sûr numériques. L'algorithme K-means, l'algorithme KNN en classification, K nearest neighbors, les K plus proches voisins. L'algorithme K-means, ce sont des algorithmes basés sur le calcul des distances. Toi, tu vas finir par une variable salaire qui varie entre 0 et 1 milliard, et par une variable âge qui varie entre 0 et 100. Si tu prends ces variables et tu les gardes comme ça, tu gardes leur amplitude, et tu mets ces variables dans l'algorithme, et bien l'algorithme va donner du n'importe quoi.
Donc, il est obligatoire. Il faut faire le rescaling de vos variables numériques. C'est une erreur impardonnable. Quelqu'un qui me fait du k-means sans rescaling, c'est 0. 0 dans l'examen. Il faut absolument centrer, réduire les données numériques. Donc, encore une autre fois, je suis dans la partie préparation des données. Allez-y, on va centrer nos données. From Escalier, pre-processing, recharger, standard scale. Standard scale. Standard scale, c'est une classe. Regardez ici, il existe une lettre majuscule. Donc je fais SS est égal à standard scale. J'instancie cette classe. Je vous envoie le code. Maintenant, je fais XSS égale à SS. It transform X. J'exécute. Bon, j'obtiens un warning. Hein. Mais finalement, j'obtiens mon XSS. Voilà. B. Bon, je vais dézoomer. Je vous raconte ça. Regardez. Quand je trace l'histogramme, par exemple, de la première colonne dans XSS. Regardez, XSS, c'est une matrice rectangulaire contenant 2 colonnes. Et voilà, j'obtiens ça. D'accord? Regardez bien la forme de l'histogramme. Maintenant, je fais la même chose. Avec X, le point, virgule, 0. Je trace l'histogramme, ben, je trouve la même forme. Bon, je vais dézoomer quand même, sauf que ici, la variable varie entre 20 et 140. Ici, la variable varie à peu près entre moins 2 et 3. Le rescaling, la remise à l'échelle, le centrage et la réduction ne changent pas la forme des histogrammes. Juste, on est en train de transformer les valeurs numériques de nos variables quantitatives. Par contre, la formation reste. La formation se trouve en dessous des histogrammes. Bon, je vous envoie quand même le code. Ça c'est pour XSS. Attention, hein. Après, je vous pose une question. Pourquoi l'information est gardée? Pourquoi, après cette transformation, on garde l'information? Bon, maintenant, je continue à travailler avec XSS. Je reviens à la méthodologie IBM Masterplan. Je suis encore dans la partie préparation des données. J'ai changé l'échelle de mes variables numériques. Avant de passer à la modélisation, j'applique un échantillonnage aléatoire. Bon, personne n'a répondu. Pourtant, nous avons fait ça dans le cours 30 000 fois. En fait, l'information reste après cette transformation, car il s'agit d'une transformation linéaire. Donc, je fais Markdown, je vous montre la transformation. Soit X, une variable aléatoire, d'accord? Soit Z, une variable aléatoire centrée et réduite. Donc Z est égal à frac X moins mu. Mu, c'est la valeur moyenne, ou bien l'espérance, dans le cas d'une loi normale, divisé par sigma. Bon, laissez-moi écrire sigma. J'exécute, voilà. Ah non, il faut que j'ajoute 2 accolades. Attention, c'est du latex, ça. Hein. Du latex. 1, c'est ça l'erreur. Voilà, c'est bon. Là, c'est réglé. Voilà. Z est égal à X moins mu sur sigma. Comment je fais pour trouver X? Pour retrouver X, je fais Z fois sigma plus mu.
Donc, c'est une transformation linéaire. Face à ça, on garde l'information. OK. Donc, maintenant, avant de passer à la modélisation, j'effectue un échantillonnage aléatoire. Échantillonnage aléatoire. Alors, from scalir, comme d'hab, model selection, pas chargé, train test split. Puis, je fais X-train, attention, X-test. Il n'y a pas de Y-train. Hein. C'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Donc, train test split, X, SS, size, égale à 0,2. On va prendre 20%. C'est quoi 20% de 200? Enfin, 20% de 200, c'est à peu près 20, c'est 20. 20% de 200, c'est 40. Puis, random state, égale à 1. J'exécute, c'est bon. Maintenant, je vérifie. Est-ce que la forme de mes matrices donc j'ai 160 lignes pour X-train, 40 lignes pour X-test. OK? Bon, maintenant, j'applique le modèle. Donc, application de l'algorithme K-means. Application de l'algorithme K-means. From scalirn point cluster. Okay. On va charger K-means. Et je vais instancier K-means. Je vais instancier K-means. Regardez, je fais modèle. Bon, par défaut, K-means s'initialise avec l'algorithme K-means++. Qu'est-ce que ça veut dire K-means++? En fait, on commence à mettre les centres de gravité sur des points existants qui sont lointains. Aléatoirement, bien sûr. À cet égard, on règle le problème d'initialisation aléatoire. Je répète, K-means ne choisit pas les centres de gravité n'importe comment. Je parle de K-means++. Hein. K-means++. On choisit les centres de gravité sur des points éloignés aléatoirement. Après, le nombre de clusters par défaut égale à 8. Et le nombre d'itérations égale à 300. Bon, je ne vous conseille pas de toucher max iter égale à 300 et number of initialization égale à 10. Ne touchez pas à ça. Après, vous pouvez lancer l'algorithme sur plusieurs cœurs, 4 cœurs, 2 cœurs, d'accord? On peut aussi changer la distance. Bon, par contre, il faut quand même changer le nombre de clusters, d'accord? Comment on fait ça? Regardez, là, à l'œil nu, nous avons remarqué l'existence de 5 clusters. D'accord? Donc, tu viens au niveau de l'instanciation. Au niveau de l'instanciation, tu me mets n cluster égale à 5. Number of clusters égale à 5. Donc, regardez ici bien. Hein, number of clusters égale à 8. Je mets number of clusters égale à 5. Je fais shift entrée. Tiens, number of clusters, ça donne 5. Attention. Bon. Bien évidemment, on ne va pas travailler comme ça. J'ai envie quand même d'appliquer la technique elbow method. C'est plus sûr. Au moins, on aura une vérification. Même elle est empirique, c'est une vérification empirique. Mais c'est une vérification quand même. Je viens ici, j'écris. Bon, je vous envoie le code. Alors,
Application de la méthode Elbow, bien de la méthode du coude. Elbow méthode. À cet égard, je vais définir release vide. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Puis, en fait, imaginez, je réponds maintenant à la question de Melek. On ne sait pas le nombre de groupes. Qu'est-ce qu'on fait? On peut commencer par un seul groupe. Mais c'est trivial. Toi, tu as un nuage de points. Le nuage de points non labellisé, eh ben, c'est un seul groupe. Tu commences par deux. Je commence par deux groupes. 3 groupes, 4 groupes, 13 groupes, 20 groupes. Je fais quoi? Je scanne. Je fais un scan. J'explore le nombre de groupes. For i, range 2. Puis, je mets par exemple 12. Je fais 13 moins 1, donc 12. Je viens ici. Je fais modèle est égal à Camille's number of clusters est égal à i. Chaque fois, je change le nombre de clusters. Puis, je lui dis modèle fit. J'entraîne mon modèle sur toutes les données, sur tous les points, XSS. Ah, voilà. C'est-à-dire, dans la méthode Elbow, je peux appliquer cette technique sur tous les points. Donc, j'exécute tout d'abord, car j'ai besoin d'un attribut à l'intérieur de modèle. Maintenant, je fais modèle point inertia. Bon, ça donne rien ici. Je viens ici, je lui dis inertia. C'est bon, j'obtiens ça. Je veux mettre inertia dans la liste. Voilà. C'est-à-dire, à chaque fois, je choisis le nombre de groupes, k égale à 2. J'applique le modèle. Je calcule l'inertie. Je mets l'inertie dans la liste. Et je fais la même chose. Et je fais la même chose pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, jusqu'à 12. Je peux aller jusqu'à 20. Hein. Après, il est vraiment pas logique d'aller jusqu'à 200. C'est-à-dire, nous avons 200 points. On va dire il y a 200 groupes. C'est un cas théorique. J'exécute. J'obtiens ma liste. Tiens, j'ai 270, 157, 108, 65. Bon, j'ai envie quand même de vous montrer que se passe-t-il si toi tu te trompes et tu ne fais pas la réduction de l'échelle. Je vais mettre X. Je lance. Regardez les valeurs de l'inertie. 181 000. C'est presque 200 000. Ça, c'est avec 200 clients. Imaginez maintenant si on travaille avec quelques millions de clients. 500 000 clients, 1 million de clients. On va finir par une inertie de l'ordre de quelques milliards. Et ça, c'est faux. Donc, je viens ici, je travaille avec X standard scale. Attention. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec L? Je vais tracer cette liste. Je fais plt.plot, range. Bon, quand même, je vous envoie le code. Je vous envoie le code. Donc, range 2,13. Puis, je mets L. Je choisis K et tiré. Voilà. J'obtiens en fait ce coude. Allez, question. Où se trouve la cassure? Ah, dites-moi, où se trouve la cassure? في كل بوان واحد نوار monsieur. نعم؟ فما في ال 3 فما في ال 4 فما في ال 5. Non, quand même. Ça c'est pas vraiment une cassure. Regardez, bon, c'est pas vraiment une cassure. Bien sûr, monsieur, مش كبير. À partir de quel moment? Autrement dit, à partir de quel moment on obtient une cassure et la diminution de l'inertie devient faible. Donc regarde ici, tu passes de 260, boum, à 150. Tu gagnes 100 en matière d'énergie. De 3 à 4, je passe de 150 à 100.
je gagne 50. De 4 à 5, je passe de 100 à peu près à 60, je gagne 40. Maintenant, regardez, à partir de 5, eh ben, la quantité gagnée ou bien diminuée en matière d'inertie diminue drastiquement. Donc, la cassure se trouve en 5. Et encore une autre fois, je ne suis pas en train de vous guider. De toute manière, un autre jour, quand tu vas analyser tes données dans une entreprise, tu seras seul. C'est à toi de fixer le nombre de groupes. Donc, profitez de cet exemple pour bien comprendre la méthode Elbow. C'est vrai, ici, il existe une cassure. Mais le changement dans l'inertie reste grand. Là aussi, quand même, là, c'est 100. Ici, 50. Là, 40. Puis après, la variation dans l'inertie devient faible. On va choisir 5. Bon, j'améliore un peu. J'écris ici nombre de groupes. PLT, Y label, inertie. Puis PLT, title, c'est-à-dire application de la méthode Elbow. Et j'oublie pas de mettre une grille. Voilà, je mets une grille, donc ça devient plus clair. Bon, il existe en fait une autre commande. Il existe en fait une autre commande qui permet, disons, d'afficher tous les indices, mais sincèrement, je l'ai oublié. Je pense que c'est Xtrix. Xtrix, peut-être. Est-ce que c'est Xtrix, PLT, Xtrix? Ça existe ça déjà. Ah, Xtix, oui, Xtix. Donc quoi ça? Regardez, on va l'appliquer. Ah, B, ok. Je vais appliquer Xtix. Donc, je viens ici, je fais PLT X range 2,13. On obtient maintenant tous les indices. 2, 3, 4, 5, 6, 7. B, c'est bien, très bien. Donc, au moins, je n'ai pas oublié ça. Je vous envoie le code quand même. Je vous envoie le code. Voilà. Donc, on va choisir 5. Est-ce que c'est clair, Iheb? Tu as compris, Iheb? Oui, monsieur, tu as compris, tu dois, en fait, avec l'algorithme Kamines, qu'est-ce que tu dois faire? En fait, tu dois mélanger les deux. Tu traces la méthode Elbow, tu cherches la cassure, et si tu finis par plusieurs cassures, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, est-ce que après la cassure, le changement d'inertie devient stable ou bien il reste grand? C'est-à-dire là, tu ne peux pas dire 3. Mais je continue. Imagine si toi tu fais l'erreur et tu vas me dire il existe 3 groupes. Ah, check, visuel. Est-ce que tu vois 3 groupes ici? Là, voilà. Voilà. Donc il y a 5 groupes. Bon, ici, on travaille avec des données quand même, des données venant d'un supermarché, mais des données faciles. Un autre jour, comment vous allez faire? Peut-être il faut contacter un spécialiste métier. Et lui, il va te dire, eh ben, il y a 3 groupes, eh ben, il y a 2 groupes, il y a 4 groupes, et ainsi de suite. Donc, c'est bon. Là, on est sûr, il existe 5 groupes. Allons-y, on applique l'algorithme Kamines. Application du Kamines avec 5 groupes. Donc, je fais modèle est égal à Kamines number of clusters égal à 5. Puis je fais modèle.fit. Bon, déjà, j'instancie mon modèle. Je fais modèle.fit predict x-train. Attention sur x-train. Bon, j'exécute. J'obtiens 2, 0, 4. Ça représente quoi ces valeurs discrètes? Eh bien, ça représente le numéro de chaque groupe. Donc, nous avons 5 groupes allant de 0 à 4. 0, 1, 2, 3, 4.
Je peux mettre ça dans YPRED. Je peux mettre ça dans YPRED. D'accord? Voilà. Puis, allez, on va tracer nos distributions. Donc, je fais extrait. Je fais extrait. Bon, je vais voir, est-ce que ça va marcher ça ou pas? 0. Ah, quand même, je vous envoie le code. Je vous envoie quand même le code. Tiens. Je vous envoie le code. OK. Donc, extrain. YPRED. Hein. Puis, on va choisir un marqueur. P, par exemple. Peut-être en faisant ça, est-ce que ça va marcher? Non. C'est pas fameux. Hein. Non, c'est pas fameux. Bon, laisse tomber. On va pas travailler comme ça. On va plutôt faire ça. PLT. Plot, extrain. Puis, YPRED égale à 0. Je trace la première colonne. Puis, YPRED égale à 0. Trace la deuxième colonne. C'est un crochet. Et je mets une virgule, et puis je mets R pour red, pour rouge, et je mets P. Par exemple, je lance. Boum. On trace le premier cluster, le premier groupe. Bien évidemment, on ne va pas trouver le même résultat. Pourquoi? Car je n'ai pas fixé le random state. En fait, dans l'algorithme K-means, il existe un random state. Bon, soyez pas choqués si vous ne trouvez pas le même résultat. Maintenant, je fais la même chose, mais pour le groupe numéro 1. Et de rouge P, on va mettre KP. Je lance. J'obtiens le deuxième groupe. Je fais la même chose pour le groupe numéro 2. Je mets B plus, je lance. J'obtiens le troisième cluster. Troisième groupe. Par exemple, green square, je lance. J'obtiens le quatrième groupe. Et je finis par le cinquième groupe. Au lieu de RP, on doit choisir une couleur. Allez, je vais choisir cyan O. On obtient les 5 groupes. Regardez, au début, c'était ça. Apprentissage non supervisé. On n'a pas de label. Tous les points possèdent la même couleur. On prépare correctement nos données. On fait l'échantillonnage aléatoire, le rescaling. On applique la méthode ELBO. Puis, on finit par 5 groupes. Bon, je vous envoie le code. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On doit tracer quand même les centres de gravité. Donc, on va trouver ça dans modèle. Donc, tu te rappelles de l'objet modèle instancié à partir de K-means? Et ben, dans cet objet, dans le modèle, tu fais tabulation, tu obtiens plein de méthodes et d'attributs. Donc, moi, je vais utiliser cluster centers. Je lui dis 2 points, car il y a 5 clusters. 0. Je répète ça, modèle.clusters, centers, 2 points pour les 5 centres, 1, deuxième colonne. Et j'ai choisi étoile yellow, par exemple. On peut agrandir. Hein. Tiens. Voilà. Nous avons réussi à tracer maintenant les centres de gravité. Enfin, pourquoi il est utile de tracer les centres de gravité? En effet,
Après, dans la partie validation, car pour l'instant, j'ai appliqué l'algorithme, comment dirais-je, l'algorithme de Kamines. Il faut quand même valider notre travail. Comment on valide un algorithme de segmentation? Avec l'inertie intra, l'inertie inter, avec l'indice de silhouette. Et on peut aussi trouver un individu moyen. Le centre de gravité ici nous donne un individu moyen. Maintenant, on va essayer de placer, les points test. Enfin, il reste 2 minutes. On va essayer de placer nos points test. Bon, je suis pour 5 minutes. Hein. Bon, déjà, je vais prendre quelques print screens par rapport au présent. Donc, bon. Ok. Bon. Voilà. Bon, ça, c'est par rapport à la présence. Après, je reviens ici. On peut faire modèle point predict. Pourquoi mon modèle me fait ça? Je fais modèle fit predict, ça c'est fait. Je fais predict sur X test. Et je vais obtenir Y, on va appeler ça Y pred test. Et donc, on peut répéter ce résultat. Non pas pour X-Train, mais pour X-Test. C'est un peu compliqué. On va voir, est-ce que les données test sont correctes ou pas. Bon, quand même, c'est Y test. Je viens ici, je fais Y test. OK. Donc, je viens ici, je fais ça 5 fois. Je mets 1, je mets 2, je mets 3, je mets 4. Je mets 4, je mets 3, je mets 2, je mets 1. Allez, on va unifier les couleurs. On va unifier les couleurs, enfin les marqueurs. Laissez-moi, pour les données d'entraînement, on va utiliser des P, des pentagones. Et pour les données test, on va utiliser plutôt des plus. Et je garde les mêmes couleurs. J'espère que ça va aller. Donc RK, B, attendez, R, puis K. Ça c'est B, ça c'est G, et ça c'est C. Je lance. En fait, regardez-moi ce résultat. Quand même, je vous envoie ça. On a presque fini, hein, on a presque fini. Regardez-moi ce résultat. Grâce, avec ce code, bien sûr, ce code, il faut lancer ce code avant. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai appliqué la segmentation sur des données d'entraînement. Okay? Donc, j'obtiens les pentagones ici, hein, les points vraiment remplis avec 5 couleurs. Puis, je superpose le centre de gravité, d'accord, ça c'est OK. On va voir ça après par rapport à la validation. Et je superpose les données test. Les données que n'ont pas été utilisées pour entraîner le modèle. Et bien, ça donne ce résultat. Et bien, c'est un résultat, laissez-moi quand même vous agrandir. Je fais matplotlib qt. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ça bug chez moi. Je lance une deuxième fois. Regardez. D'après vous, est-ce qu'il y a des points où l'algorithme se trompe? En fait, je vois pas des points vraiment où l'algorithme se trompe. Regardez, par exemple, cette croix rouge ici se trouve à la limite. Hein. Enfin, après, il faut tracer des régions. A priori, notre algorithme, il fonctionne correctement. N'oubliez pas, je n'ai pas encore commencé la vraie validation. La vraie validation consiste à calculer l'inertie intra, l'inertie inter et
étudier l'indice de silhouette. Bon, c'est bon, on a fini ici. Ben, si vous avez des questions, voilà, je serai ravi de répondre. Monsieur?